Le focus de Tech & Co. Focus, on les fait pendant une demi-heure, on parle de la tech américaine face à Donald Trump, le nouveau futur président qui s'installera au mois de janvier avec nos invités ce soir, donc on en parle. Virginie Robert, présidente de Constance Associés. Virginie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien, merci. Habitué souvent aux tranches bourse l'après-midi, mais c'est bien aussi de venir nous voir le soir. Jérôme Valu pour ICP Consulting, vous êtes associé. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bienvenue. Et puis Frédéric Timothée qui est resté avec moi, éditorialiste high-tech donc de BFM. On regarde sur la tech régulièrement aussi, et puis souvent de ma place, faut bien le dire. Parfois, oui. Tech & Co. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. On parlait déjà de Trump, évidemment, la semaine dernière. On a parlé que de ça, oui. Rebelote, on refait un petit peu le match ce soir ensemble, avec l'idée que voilà, c'est compliqué pour ces techs. Pas toutes, hein. Apple, ça va à peu près, on va en parler d'Apple ce soir, puisque vous faites la moue. Virginie fait la moue. Moi aussi. Ça. On va peut-être prendre la direction de New York, hein. On a aussi un invité sur place, chez Mescat Financial Services, Grégory Volokin, donc avec nous. Donc Grégory, bonsoir. Bonsoir Sébastien. On voit que ce soir, notamment la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, est devant Facebook. Que ExxonMobil est devant Amazon. C'était pas le cas le mardi soir, là, avant l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est ce qu'on appelle une rotation sectorielle, qui est une rotation qui est non pas forcément, je dirais, une sortie des valeurs technologiques, mais plutôt une sortie des 5 ou 6 titres qui étaient les plus investis, les plus possédés dans la cote américaine et qui étaient aussi parmi les plus chers. Je regardais là, il y a quelques minutes, un très très gros fonds de Fidelity qui a des dizaines et dizaines de milliards de dollars. Première position Apple, deuxième position Amazon, troisième position Google, quatrième position Facebook. Tout le monde avait ces titres et au moment où tout d'un coup il y a une rotation sectorielle, qu'on veut à nouveau investir dans des titres dans l'industrie par exemple, ou de nouveau dans des valeurs financières, il faut bien trouver du cash quelque part. Et je dirais que 90% de la sous-performance depuis les élections de ces valeurs, de ces fameux FANG, c'est dû uniquement à ce phénomène. Oui, vous c'est les FANG, hein. c'est pas les GAFA, donc c'est Facebook, Amazon, Netflix et c'est Google. C'est que du soft, il n'y a pas de hardware. Sur Apple, Virginie, votre explication là, alors Apple reste la plus grosse boîte de Wall Street et donc du monde, si on met quelques exceptions, une banque chinoise ou la compagnie de pétrole saoudienne. Apple là, qui visiblement a entendu le message de Trump et comme ça, dès le mois de juin, on l'apprend en cette fin de semaine, a sondé son principal sous-traitant, Foxconn, en disant si vous pouvez étudier là l'idée d'assembler nos iPhones aux États-Unis. Et Foxconn visiblement étudie la possibilité. Oui. Non, mais je crois qu'il y a Grégory a tout à fait raison. Il y a cette rotation, ce repositionnement sectoriel, ce qui fait qu'il fallait faire de la place. Mais surtout, se sont concentrés sur le secteur des techs et notamment des méga-techs, des questions. Et les questions, c'est très simple. C'est effectivement quid des trades, je dirais des accords et des éventuelles pressions, évidemment avec la Chine, l'Asie de façon générale. On sait que Donald Trump là souhaite rééquilibrer les choses et avec le Pacifique. Donc il y a ce point-là. Il y a un point qui est très important qui a été évoqué. Moi, j'ai rencontré des sociétés dans la technologie la semaine dernière aux États-Unis. Ils sont également très inquiets sur. Ils ont beaucoup les mégatech. Elles ont des soucis pour embaucher. Il faut trouver des talents un chômage négatif dans la Silicon Valley. Et donc, en fait, tous les ans, ils bénéficient de ce fameux programme de visa qui est le H-1B, qui permet évidemment à des talents qui ont une éducation, un profil élevé, de rejoindre. Alors, c'est la société qui fait la demande. Il y a, pour 2016, on en est, je crois, à 260 000 demandes. C'est capé à 85 000. Et donc, il a peur. Trump avait évoqué effectivement la possibilité de revoir cette possibilité. En disant, ça suffit là de faire venir des étrangers. Maintenant, on va filer aux Américains. Et donc ça peut être un souci. En tous les cas, il le considère. C'est encore une question. Donc, et c'est pour ça, je pense que dans les techs, elles ne sont pas toutes au même niveau parce que chacune a des problématiques différentes. Et je pense qu'Apple a une problématique qui peut être différente de celle d'Amazon ou de Facebook. Jérôme, vous y croyez, vous, à ce duel entre guillemets
met Silicon Valley contre Trump. Regardez, pas le lendemain, mais le surlendemain, le jeudi, il tweet Bezos, et on sait que les deux là ne s'aiment pas. Ouais. Jeff Bezos, patron d'Amazon, donc et Donald Trump, il tweet félicitations, congratulations, I wish him great success. in his service to the country. Donc, et Bezos, patron de du Washington Post, qui a tiré, mais c'est même plus à boulet rouge, c'était tous les jours de l'anti-Trump, donc Washington Post qu'il a racheté. Je pense que oui, absolument, il l'a acheté en 2013. Mais je pense qu'il y a moi je vois trois lectures dans ce qui se passe. Il y a une lecture immédiate macro, qui est effectivement, je pense que la bourse ne s'attendait pas à l'élection de Trump et elle a réagi aussi violemment, effectivement, à tous les éléments que vous avez cités, Virginie, c'est-à-dire l'histoire des visas, l'histoire de l'optimisation fiscale aussi, parce que on se souvient que Trump, Bezos, ils se sont quand même un peu engueulés sur le sujet de l'optimisation fiscale. Il a quand même dit, Trump a, dans un tweet, si jamais Amazon payait ses impôts normalement, il se dégonflerait comme un ballon de baudruche. Et il dit d'ailleurs, tout ça, c'est fomenté avec le Washington Post. Ben. Et pour lui, Amazon ne paye pas assez d'impôts. Alors que lui n'en paye pas. C'est ça le paradoxe. Notre dossier. Et Amazon surtout importe des produits chinois. Donc pour lui, Amazon a tout faux. Quoi. Il y a en plus après, il a quand même pris position sur le web en disant il faut que l'État ait la possibilité de le bloquer. Il a pris position au moment où Apple ne cédait pas sur l'histoire de l'iPhone. Voilà. Et puis bien évidemment, il y a la renégociation de tous les traités commerciaux quand on sait que la valeur de ces entreprises se fait essentiellement à l'étranger. Donc ça, c'est la vision macro du truc. Après, je pense que, et ça concerne tout le monde, ça a été rapide, tout le monde, ça a chuté rapidement. Après, on s'aperçoit que ça a remonté progressivement et qu'il y en a deux qui n'ont pas remonté. Deux qui ont moins bien remonté, c'est les deux qui sont en conflit direct avec Trump, c'est Amazon, Bezos, et c'est Zuckerberg, Facebook, parce que Zuckerberg, il a pris position très violemment contre l'histoire des visas dans sa conférence F8 d'avril. Contre le mur, et il a soutenu les musulmans. Voilà. En disant, vous êtes les bienvenus. Alors après ça c'était à titre personnel, mais déjà sur le sujet des visas, il a clairement pris position en disant, quand on sait que plus de 50% des développeurs de Facebook sont pas américains, voilà. Donc il y a une vision macro, il y a une vision très personnelle entre les deux. Et puis il y en a une troisième qui est peut-être plus, je dirais, prospective, qui est de dire, j'ai lu un article génial sur Medium d'un garçon qui s'appelle Laurent Calixte, qui a écrit ça en septembre sur est-ce que les GAFA non, qui était invité l'autre soir, on en parlait avec lui. Et qui a écrit un super papier qui a dit est-ce que les GAFA sont pas des partis politiques? Finalement, quand on regarde les discours de la plupart des patrons des GAFA et même plus loin des Natu on s'aperçoit qu'on a affaire à des libertariens. Netflix, Amazon, Tesla, Airbnb. Voilà, et on a affaire quand même à des gens qui prennent position, et qui prennent position face à l'Europe, qui prennent position. Donc, on peut se poser la question de cette vision-là aussi. Dans 4 ans, à quoi Trump va avoir affaire? Fred, je te laisse réagir dans un instant. Grégory, là, sur cette vision de la Silicon Valley qui ferait de la politique, qui se mêlerait peut-être de ce qui ne regarde pas, comment vous regardez ça depuis New York, vous? Oh, c'est pas que ça les regarde pas, mais en fait, on peut aussi voir que la Silicon Valley représente exactement, au niveau de sa culture, ce qui a été un peu rejeté par les électeurs américains. C'est quoi? C'est une très très grosse concentration de richesse dans un petit endroit qui s'appelle Silicon Valley, avec évidemment aussi San Francisco. C'est une culture élitiste. Qui a été aussi rejeté par beaucoup d'électeurs de Trump. Et c'est certain qu'ils ont été des supporters extrêmement généreux et actifs de Hillary Clinton. Donc je dirais qu'il y ait eu un petit réflexe après ces élections de vente de ces valeurs. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi d'autres choses. Regardez par exemple une compagnie comme Netflix. Elle est en forte baisse, 6 ou 7%. Mais alors c'est pour des raisons totalement différentes. Là on parle de la net neutrality, de savoir est-ce que ces accords qui ouvraient le net en fait à égalité pour tous les apporteurs de contenu, est-ce que cette loi va être maintenue? Tesla, forte baisse. Pourquoi? Parce que est-ce que l'aide pour tout ce qui est voiture propre, électrique, qui est une aide
très très forte de l'État, hein, puisque l'État donnait pratiquement $30 000 de crédits fiscaux par voiture Tesla. Est-ce que tout ça va continuer? Donc il y a des petites raisons granulaires, je dirais, et puis il y a la grande raison que disait Virginie, qui est vraiment importante, c'est cette histoire d'immigration. Il n'a jamais pris position contre les H-1B, contre ces fameux visas. Il faut aussi savoir que ces visas sont totalement nécessaires aux États-Unis, mais surtout il y en a pas assez, parce que elle disait 85 000, c'est exactement le chiffre, mais ces 85 000 visas ont été distribué, je dirais, en 5 jours cette année, en 5 jours. Et après, il n'y avait plus de visas. Il a dû falloir faire une loterie pour pouvoir donner plus de visas. Donc, je dirais, l'immigration est un vrai problème. Je ne pense pas que Trump va annuler ces visas. Et le reste, il y a des problèmes plus granulaires. Ça va être l'attitude de l'administration vis-à-vis du net, vis-à-vis de la neutralité du net et de beaucoup d'autres problèmes qui sont dans ce domaine. Il n'y a pas que la Silicon Valley qui défend ces immigrés, entre guillemets. On a vu tous les grands maires, jusqu'à New York compris, de Blasio c'est un maire démocrate, mais défendre ces immigrés. De Blasio qui dit voilà, je vais défendre tous les New-Yorkais, immigrés compris, sous Trump. Virginie. Et surtout, je voulais revenir, si vous me permettez, Sébastien, sur un point que Grégory évoquait sur l'immigration. Il faut voir aussi que souvent dans les founders, dans ceux qui créent et qui sont même impliqués dans des startups, très souvent il y a un des associés qui est étranger. Ça fonctionne bien, même dans des plus grosses. Et là aussi il y a un vrai point d'interrogation. D'origine syrienne. Et certains évoquaient même, c'est l'État dans l'État, la Silicon Valley. Certains étaient même pour une espèce d'état d'indépendance presque, donc ça allait même très très loin dans la mise en avant et sur ce fameux programme de visa. Effectivement, Hillary Clinton était plutôt, elle avait évoqué la possibilité d'élargir et donc là on peut comprendre qu'il y a une certaine déception. Après, il y a le futur. Frédéric, c'est dans quel camp là? Comment ça va se terminer? Il y a l'autre point, enfin on en parle un peu avec la neutralité du net, mais c'est tout ce qui est autour des données, la protection des données, le chiffrement des données aussi. Qui est pour le coup, les données, elles sont aux États-Unis, elles sont pas à Dublin, les données des Américains. Oui, mais les données personnelles des Américains, qu'est-ce qu'on va en faire? On sait qu'aujourd'hui, ça commence à monter un peu. Ça, on le voit en France avec la polémique autour du fichier des titres électroniques sécurisés, là, le TES, ce fameux gros fichier qui réunit les passeports, les fichiers des passeports, les fichiers des cartes d'identité. On voit que et là, l'État en France il pensait que ça allait bouger un peu. Il s'est rendu compte que non. Aujourd'hui, 3/4 des Français aujourd'hui sont soucieux de ce qu'on peut faire de leurs données. Donc, on imagine aux États-Unis, ça y est, ils sont tous en train de se réveiller autour de ces données. Donc, il y a une inquiétude de savoir comment l'administration républicaine, mais ce sont Trump, va un peu gérer toutes ces données, va gérer le chiffrement de ces données, ce qu'on va donner ces fameuses backdoors. Enfin, il y a tout un tas de ça va laisser des traces. Vous pensez là ce qui s'est passé? On rappelait Jérôme l'affaire du FBI, donc c'est dans la tuerie de Californie, j'ai oublié le nom de la ville, mais c'est en Californie, où on retrouve l'iPhone du terroriste, sauf que le truc est bloqué. On se dit Apple pourrait le débloquer, mais refuse en disant si j'ouvre celui-ci, d'ailleurs je ne peux pas parce que c'est chiffré, évidemment mes clients ne font plus confiance et vous comprenez que c'est tout le système qui s'effondre. Et tout la Silicon Valley a soutenu Tim Cook sur cette affaire. Absolument, mais sauf que ils l'ont quand même ouvert, ça en passant par la porte de derrière. Voilà. Ils ont trouvé un backdoor qui ont permis de l'ouvrir. Mais Apple a résisté et a tenu. Dans quelle mesure l'administration Trump autorisera toujours une société comme Apple à rester sur ses positions? Ça, on n'en sait pas. Mais je pense que ça fait effectivement partie du sujet. Et on est dans un monde qu'on qualifie de VUCA, de volatile, incertain. Et c'est tout ce que la bourse déteste. Donc tant qu'on ne sait pas qui va être au pilotage de ces différentes positions, on sera dans cette instabilité et je pense qu'on aura du mal à prendre position. Mais ça va être très intéressant de voir la manière dont chacun va se positionner, avancer ses pions pour dire finalement je suis pas trop loin du félicitations à est-ce que je vais payer mes taxes, commencer à payer mes taxes quand je m'appelle Bezos. Ça va être intéressant à surveiller. Oui, après il faut pas oublier qu'on reste dans une administration républicaine. Ça veut dire il y a le personnage Trump évidemment, mais derrière on a
a pas mal de patrons de la tech. Hein. Tous les Texans, ils ont toujours été républicains. Alors ils ont peut-être là voté Clinton parce que c'était le personnage Trump qui les perturbait, mais Michael Dell, Chambers, patron de Cisco, mais enfin qui est un gros influenceur. Enfin il y en a pas mal là-bas qui sont républicains. Les républicains d'ailleurs, on va revoir aussi la taxe sur les entreprises qui va baisser. Il va y avoir une amnistie fiscale pour ceux qui acceptent de rapatrier. Enfin voilà, il faut pas oublier que derrière il y a toute une administration derrière. Il y a le fer de lance qui est Trump, donc qui peut effrayer par ses positions, mais derrière, je pense qu'il y a certains patrons qui, enfin, ce serait intéressant d'avoir votre action. Il y a un sujet, je pense que c'est quand on dit que Trump est anti-système, il y a un système contre... Robert, on revient là sur Apple. Apple qui visiblement a demandé à son premier sous-traitant, Foxconn, le taïwanais, mais surtout installé en Chine, de regarder si c'était possible de faire des iPhones demain, d'assembler les iPhones aux USA. Grégory, est-ce que c'est possible? Comment vous imaginez cela? On sait qu'il y a eu pas mal d'enquêtes là-dessus. C'est pas tant d'ailleurs un problème de coût visiblement qu'un problème de main-d'œuvre et de droit social aussi que vous avez, mine de rien. Oui, la question vous la posez bien. Est-ce que c'est possible? Ça l'est certainement possible, mais il y aura des implications. Et c'est clair que la première implication que je peux imaginer, c'est tout simplement une forte augmentation des coûts ou du prix des iPhones. Alors vous me direz, ça va être très négatif pour Apple, mais pas forcément, parce qu'en fait, si Apple doit relocaliser sa production de téléphones aux États-Unis, c'est parce qu'il y aura eu des barrières douanières qui auront été établies avec des pays asiatiques, et ça voudra dire que, par exemple, les téléphones Samsung ou LG vont être taxés à 35% à l'arrivée aux États-Unis. Donc, je dirais que ça pourrait être carrément un jeu à somme nulle, mais qui va alors défavoriser le consommateur. Et quand on sait à quel point Trump non seulement utilise évidemment beaucoup Twitter, mais il n'a sûrement pas envie non plus de se couper d'une bonne partie de la population en leur imposant tout d'un coup des hausses de prix sur les produits qui sont en gros les produits favoris de tous les jeunes de 7 à 77 ans, qui sont les iPhones. Je pense qu'il fera très attention avant de prendre des mesures qui obligent les compagnies américaines à rapatrier leurs usines aux États-Unis. L'iPhone massivement assemblé aux États-Unis, oui, qui y croit? Virginie, est-ce que vous êtes... Non, moi j'y crois pas, mais dans la réflexion, enfin je dirais dans l'analyse, qu'est-ce qui peut se passer avec notamment la Chine? Moi je reste un peu optimiste parce que je ne vois pas quelle peut être l'issue, parce qu'il faut bien comprendre quand même que la Chine, bon, c'est le premier partenaire commercial des États-Unis, mais c'est le premier prêteur, c'est le premier créditeur, hein, parce qu'il faut savoir que les US Treasuries sont achetés massivement parce que la Chine a des réserves qui sont et c'est les plus grosses réserves. Donc demain, Trump annonce effectivement un plan de relance budgétaire agressif qu'il va falloir aussi financer avec de la dette. Vous avez vu déjà des effets sur les taux d'intérêt, les pontifications de la courbe, donc ça va se rajouter. Si demain pendant un mois, ils n'achètent pas de... Et voilà, si les Chinois vont pas cesser faire, il va y avoir un sujet quand même. Donc je pense qu'il y aura des négociations, mais je crois qu'on n'aura pas de... Je pense que les téléphones seront toujours... Enfin on verra, on en parlera dans un an, mais je crois que... Jérôme, Grégory rappelait à très juste titre, hein, les Twitter... Facebook et tout ça, ça a été utilisé très massivement par Trump et par tous les partisans. On apprenait là ce jeudi que par l'université d'Oxford, que même des bots, donc des vrais faux robots assistants d'intelligence artificielle, qui sous couvert de pro-Clinton en fait, donc discutait avec les soutiens de la candidate démocrate, mais en diffusant des fausses infos pour les rouler un petit peu dans la farine. Enfin, c'est un truc de dingue qui s'est passé là. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Zuckerberg et Trump, d'ailleurs, parce que Facebook Messenger a été très porteur de ce type de fausses infos au travers de fausses conversations. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une prise de position là depuis les élections assez intéressante et de Google et de Facebook sur le fait que tous ceux qui ont pourvoyé ce type de fausses informations se sont vus couper les vivres par les régies publicitaires de Facebook et de Google. Donc là, je dirais, c'est un peu tard, sauf que au moins voilà, c'est fait. Voilà, mais c'est fait. Sauf que la vraie question, et on se
la pose maintenant. Et je pense que les prochaines élections, on va effectivement être attentif à ce type de démarche. Il faut voir ce qui va se passer en France, parce que je pense que ça peut aussi démarrer. Les votes et les chatbots. Les candidats sachent un peu mieux comment on marche au numérique. Oui, enfin, il y en a quelques-uns qui le manipulent. Mais vous y croyez une seule seconde, là, que les réseaux sociaux, via des fausses informations relayées, auraient pu jouer et peser dans cette campagne? Le constat qu'on a fait quand même juste après les élections, c'est que tout le monde s'est trompé. Les sondeurs se sont trompés, les data scientists se sont trompés. Sauf l'intelligence artificielle. Ouais, pas toutes. Globalement, tout le monde s'est trompé parce que la conversation s'est absolument pas passée là où elle était analysée, mais elle s'est passée ailleurs. Et elle s'est passée dans des endroits où on ne l'analysait pas. Alors peut-être que et elle se passait effectivement sur les réseaux sociaux, et souvent entre des gens qui pensent la même chose. C'est un peu la fausseté du débat et de ces conversations des réseaux sociaux, c'est que c'est des conversations de gens d'accord. Donc le débat a pas vraiment lieu. Donc c'est tout ça, et c'est vachement intéressant parce que c'est tout ça qu'il faut réinventer. Il faut réintroduire des informations intéressantes dans une conversation intéressante. Et on sait que 99% des conversations sur Internet n'ont aucun intérêt. Elles sont juste mal informées. Donc la qualité de l'info, ça va revenir. Le rôle des journalistes, le rôle des gens qui sont influents parce qu'ils maîtrisent. Vous savez, en fait, j'adore l'étymologie du mot autorité. Ça vient de hauteur. On a de l'autorité quand on est auteur d'un sujet. Voilà, on va être à la recherche de ces auteurs. On va chercher les gens qui... Il y a 8 jours, tous les médias s'auto-flagellaient, à commencer par le New York Times ou CNN, qui disaient où est-ce qu'on a foiré, c'est pas possible, on a raté un truc. Mais en fait, la réponse, on l'a là, c'est les réseaux sociaux. Ils ont pris un tel pouvoir qu'ils sont même au-delà maintenant des médias. Enfin, Grégory, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs s'informent d'abord sur Facebook aujourd'hui, pas en lisant le New York Times. Absolument. C'est absolument ça. Et d'ailleurs, Trump n'arrête pas de le répéter. Il fait une vraie campagne en disant mais le New York Times ne représente plus grand-chose. On peut dire le New York Times est devenu pratiquement un journal assez politique démocrate. Et que si on veut chercher une information que je dirais neutre, on a pratiquement maintenant plus de chances à la trouver dans les réseaux sociaux, même si alors malheureusement il y a beaucoup de déchets dans ces réseaux sociaux. Donc le problème il est un peu là. 90% à 95% de la presse américaine était aveuglément supporter de Clinton, et beaucoup de gens se sont sentis tout simplement lésés. Ils n'avaient plus aucun moyen d'être informés d'une façon différente, et ils se sont retournés vers les réseaux sociaux. Depuis 10 jours, c'est un truc de dingue dans les universités américaines, les Stanford, Yale et beaucoup d'autres, Virginie, vous qui revenez à États-Unis, ils ont mis des cellules psychologiques, là, comme après le 11 septembre, quoi. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que les 5 ou 10% d'étudiants qui ont voté Trump, ils doivent se dire, mais on a connu le même épisode il y a quelques mois en Europe avec le Brexit, hein. Ouais. Alors bon, il n'y a pas les mêmes effets sur les marchés, mais je crois qu'il y a on n'a pas pris conscience que dans ces élections, dans ces moments, il y avait une demande différente de renouveau, d'abandon du statu quo, et je crois qu'on est un peu piégé par la continuité, voilà. Et je crois que c'est plus d'actualité. Mot de la fin pour terminer. Oui, il y a quelques géants qu'on n'a pas entendus dans la tech, hein, c'est tous les opérateurs télécoms, c'est Microsoft, les IBM, tout cela, ils n'ont pas beaucoup parlé, ils sont restés tranquilles, ils savent que faire, ils savent qui sont aussi leurs clients. Politique, hein. Non, ils savent aussi qui sont leurs clients. On parlait de la Chine tout à l'heure, mais Microsoft, son plus gros marché, c'est la Chine aujourd'hui, donc ils n'ont pas intérêt à trop, voilà. Et tous ces acteurs-là, c'est assez étonnant de voir comment, justement, ces géants sont restés beaucoup plus calmes. Alors, avec d'autres, ils sont pas acteurs de réseaux sociaux, enfin, moins présents sur certains points, mais voilà. Jérôme, il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Volton qui a fait un très joli petit bouquin qui s'appelle Informer n'est pas communiquer, qui résume, et qui a été écrit il y a 5-6 ans, qui résume parfaitement ce sujet-là en disant finalement c'est plus les sources d'information qui comptent, c'est la capacité à négocier dans une multitude de sources. Et c'est ce que font toutes ces générations, négocier l'information entre eux. Ce qui fait qu'on ne sait plus où elle est. Voilà. Vous aussi, vous sortez un joli petit bouquin, là, patron, n'ayez pas peur, donc manuel à l'usage des patrons qui s'interrogent sur l'ubérisation de leur activité. Je le souligne pour ceux qui... Je décris justement ces mécanismes à l'intérieur de ce bouquin. Grégory, en 15 secondes, puisque ça se termine pour nous ce focus, on va se retrouver dans un instant. Grégory, on le disait en début, là, en vous présentant il y a une demi-heure, Facebook, Amazon éjectés du top 5 de Wall Street, remplacés par des bonnes vieilles valeurs, hein, Warren Buffett, donc avec Berkshire Hathaway, ou ExxonMobil dans le pétrole. Est-ce qu'on va rester comme ça, ou est-ce qu'on va revenir rapidement à ce qu'il y avait avant Trump, avant l'élection ?
Écoutez, s'il y a vraiment un plan de stimulus de l'économie et que des tas de secteurs émergent en réussissant à avoir de la croissance, il ne faut pas oublier que qu'est-ce qu'on recherchait dans Facebook, Google et les autres? On recherchait la croissance. Et on l'a payé quand même relativement cher, il ne faut pas l'oublier. Si maintenant cette croissance s'étend sur l'ensemble de l'économie, il n'y a pas forcément une raison pour que ces quelques valeurs dont on parle redeviennent les leaders du marché. On peut totalement imaginer que sur les prochaines années, on trouve ces leaders dans d'autres secteurs et ça pourra peut-être même être les valeurs financières qui entraînent la cote ou les valeurs industrielles. Donc si vous me posez la question, je ne ferai pas du tout le pari que Facebook, Google vont revenir comme étant le chouchou des investisseurs à court terme. Explication très rationnelle. Merci beaucoup Grégory Volokin depuis New York chez BS4 Financial Services.